Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mouvement des savoirs. Collection dirigée par Bernard Andrieux. L'enjeu de la collection est de décrire la mobilité des savoirs entre des sciences exactes et des sciences humaines. Cette sorte de mobilogie épistémologique privilégie plus particulièrement les déplacements de disciplines originelles vers de nouvelles disciplines. L'effet de ce déplacement produit de nouvelles synthèses. Au déplacement des savoirs correspond une nouvelle description. Mais le thème de cette révolution épistémologique présente aussi l'avantage de décrire à la fois la continuité et la discontinuité des savoirs. Un modèle scientifique n'est ni fixé à l'intérieur de la science qui l'a constitué, ni définitivement fixé dans l'histoire des modèles, ni sans modification par rapport aux effets des modèles par rapport aux autres disciplines, comme la réception critique ou encore la concurrence des modèles. La révolution épistémologique a instauré une dynamique des savoirs. La collection accueille des travaux d'histoire des idées et des sciences présentant les modes de communication et de constitution des savoirs innovants. Déjà paru. Gérard Fath, le sujet en désarroi dans les pratiques à haut gradient relationnel, 2019. Bernard Andrieux et Simon Rambaud dire, l'architecture des STAPS. 90 ans rue Lacretelle, 2018. Laurence Jean Monchat chez Lacan, 2018. Bernard Andrieux, Philippe Pomard, Florent Destruo et Emmanuel Vigarios, Visage hybride. Vers une anthropologie de la prothèse, 2018. Odile Girardingantier, d'autres limites à la prison. Comment l'art-thérapie peut aider à supporter le monde carcéral, 2018. Éric Dugas dire, les violences scolaires d'aujourd'hui en question. Regard croisé et altérité, 2018. Alessandro Porrovecchio, Gabriele Di Francesco et Joël Ladner dire, étudiants, acteurs de leur santé, regard pluridisciplinaire, 2017. Bernard Andrieux et Cyril Thomas dire, entre les corps, les pratiques immersiologiques aujourd'hui, cirque, marionnettes, performance et arts immersifs, 2017. Pierre Parlebas et Thierry Depaulis, Jeux et culture à la Renaissance. L'album des tempes de Nicolas Prévost, 2017. Bernard Andrieux et Petruccia Danobrega dire, somaticien, encyclopédie des corps, 2017. Alessandro Porrovecchio, sport, sexe et genre. Représentation et narration, 2017. Préface. Raphaël Rousselot. Le yoga fait partie des sujets d'étude très attirants par ses origines exotiques, mais bien plus complexes à comprendre qu'on ne l'imagine à première vue, par la multiplicité des références et niveaux d'analyse à maîtriser. Caroline Nizar relève ici brillamment le défi, en délimitant nettement son travail au niveau de la pratique contemporaine du yoga. En anthropologue attentive à son terrain, en l'occurrence 5 cours réguliers de yoga suisse et français suivis pendant 5 ans et une dizaine de séjours en ashram et stages thématiques en France et en Inde, elle pose au cœur de son étude les questions clés des ressentis corporels et des changements exprimés par les praticiens rencontrés, débutant comme professeurs bénéficiant d'une longue expérience, au fur et à mesure de leur apprentissage des postures. Observatrice et participante praticienne elle-même, Caroline Nizar a ainsi souhaité aborder le yoga par l'apprentissage du souffle et la maîtrise du corps, sujets qui sont à l'évidence au centre de cette technique psychocorporelle, Béatrix Hauser, et dans lesquels Mauss voyait un cas exemplaire pour mener une étude socio-psychobiologique de la mystique, les techniques du corps, 1934, conclusion. S'inscrivant dans cette problématique de départ, Caroline Nizar nous offre ainsi une description fine des pratiques et une analyse critique des discours, qui apporte une belle contribution à l'anthropologie du corps contemporaine. Mais ce n'est pas tout. L'auteur tient aussi le pari de compléter cette approche des sciences sociales, par des références et une démarche pluridisciplinaire, théorie de l'énaction et de l'apprentissage, psychologie du sport, visant à mieux comprendre les mécanismes relatifs aux évolutions de l'attention corporelle à l'œuvre au sein de l'apprentissage du yoga. En d'autres termes, et pour souligner l'une de ses contributions les plus originales, il y en a bien d'autres, elle éclaire notamment les discours témoignant d'une extension des ressentis corporels dans cette pratique, ce que de nombreux praticiens expriment en termes de sensations holistes ou spirituelles, à l'aide d'entretiens d'explicitation recueillis à plusieurs moments du processus d'apprentissage.
Elle montre ainsi que les discours s'ancrent bien dans le ressenti corporel des praticiens, mais aussi que ce ressenti tend à actualiser le discours des professeurs, si bien que ce qui est vécu comme le plus intime est aussi paradoxalement partagé au sein d'un même groupe. Par quelques missions en Inde, Caroline Nizar offre également un éclairage novateur et critique quant à l'imaginaire yogique occidental. Elle montre que les différences entre praticiens indiens et européens sont bien moins flagrantes qu'on ne l'imagine, et que les discours les plus spirituels ne sont pas nécessairement tenus par ceux que l'on croit. Par ces brefs coups de projecteur sur des aspects particulièrement novateurs et passionnants de cet ouvrage, j'espère indiquer quelques pistes d'une méthode intégrée d'étude du corps, que Caroline Nizar ouvre ici en pionnière et qui mérite d'être connue et approfondie. Introduction. Paris, novembre 2008, je me rends à mon premier cours de yoga. Dès que je passe le pas de la porte du centre Sivananda, je sens comme un parfum de terrain encore inconnu. Mes sens sont en alerte, comme dans un pays étranger où j'essaye de respecter les codes de conduite, de m'imprégner des odeurs, de goûter aux saveurs et surtout, de découvrir les personnes qui font vivre cette culture. Pendant les premiers cours, je m'efforce de suivre, de copier sans être capable de recopier. Je découvre de nouvelles manières de mettre mon corps en mouvement. Certains muscles me rappellent qu'ils n'ont jamais connu de tels étirements et contorsions. J'en oublie souvent de respirer, et ne m'y autorise que lorsque le professeur l'indique. Tant et si bien que je finis en relaxation finale par reprendre mon souffle, dissiper mes crampes et sentir des fourmillements du fait d'avoir agi dans la force et dans l'effort. L'esprit du yoga ne s'est pas encore imprimé en moi. Néanmoins, en sortant, je ressens l'effet euphorisant de la dopamine lié à l'activité corporelle et l'effet stimulant de la découverte d'un nouvel univers qui éveille ma curiosité d'ethnologue. 1. Du terrain à l'analyse. 1.1. À la naissance des idées. Bien avant le yoga, je me suis intéressée à la problématique du corps dans les sciences sociales. Pourtant, le yoga a ébranlé ma manière d'analyser théoriquement le corps. Et parallèlement, la pratique, sans avoir conscience du mécanisme en jeu, a changé mon rapport à mon corps. Après plusieurs mois de pratique au centre Sivananda, j'ai constaté en sortant d'un cours de yoga que je ne ressentais plus, ne percevais plus, ne vivais plus de la même manière avec mon corps de la même manière, non seulement par la découverte de sensations et courbatures nouvelles, mais aussi par une écoute presque insidieuse, un dialogue intérieur entre mes besoins physiques, mes émotions, mes réactions, mes pensées. Ce dialogue n'a pas uniquement eu des répercussions sur mon rapport à mon corps et aux autres, mais aussi sur mon questionnement théorique. Si j'ai été mon premier sujet d'observation, il s'agit bien d'un terrain ethnologique, étant donné que les rencontres avec mes interlocuteurs, mes terrains, mes séjours en ashram ont largement dépassé le cadre de mon expérience. Les univers personnels, sensoriels et spirituels découverts grâce aux entretiens étaient parfois bien éloignés des miens. Ainsi, réinterroger le corps s'est inscrit d'emblée à travers la compréhension du yoga. Par ma pratique du yoga, j'ai constaté que la conception de mon corps s'était transformée. Or jusque-là, je concevais l'idée que mon corps change, vieillisse, grossisse, maigrisse, donc que les représentations que j'en avais évoluent, mais pas que ces changements puissent entraîner une nouvelle relation avec lui, ni influencer des domaines comme mes rapports aux autres ou au monde. Au fil des années de pratique de yoga et avant de débuter ce travail, j'ai rencontré d'autres personnes et je me suis rapidement rendu compte, premièrement, que de nombreux pratiquants de yoga s'engageaient dans un processus de changement très profond, voire radical. Je me suis alors demandé si c'était lié à la discipline, au contenu de l'enseignement, aux motivations premières, à l'environnement social, à des facteurs psychologiques ou à des raisons externes. Toutes ces questions ont mis le corps des pratiquants de yoga au centre des interrogations. Jusque-là, j'analysais le corps comme des conduites sensori-affectivo-motrices, en laissant une place importante aux dimensions sociales, historiques, culturelles, matérielles, mais aussi affectives et motrices, dans la lignée de Jean-Pierre Varnier. Cependant, il me semblait peut-être à tort, que dans cette logique c'étaient les sensations, les sens qui faisaient appel au système nerveux, au vécu, à la mémoire, aux apprentissages pour faire naître une action. Or, avec le yoga,
je ressentais que cela pouvait être aussi l'action et parfois même l'immobilité dans la relaxation ou la méditation qui faisaient conjointement émerger des sensations. Les travaux de Francisco Varela ont apporté un éclairage complémentaire grâce à l'idée que bien plus qu'un processus menant de l'un à l'autre, il y a émergence, co-construction du corps et du monde. Dès la perception, il y a mouvement, action. Grâce au terrain parmi les pratiquants de yoga, à ce premier constat s'est ajouté le fait que les pratiquants de yoga comme les professeurs évoquaient toujours une conception holiste du corps, un corps unifié très souvent lié à son environnement. Or, comment relier cette réalité du terrain avec des concepts des sciences humaines qui séparent le biologique du social ? Le sujet dans sa quotidienneté ne vit pas avec d'un côté le biologique, d'un autre le psychologique et d'un troisième, enfin, le social. Le sujet vit dans son corps compris comme une unité, même s'il sépare, du moins verbalement, l'esprit, le mental, le cerveau, l'âme, les émotions du corps. Or, les sciences humaines s'intéressent au corps, surtout dans ses aspects symboliques, ses représentations, ses interactions, ses croyances, ses rapports de pouvoir. Ainsi, afin d'interpréter au mieux la complexité des corps en jeu dans ce terrain, une approche interdisciplinaire s'est avérée heuristique. Enfin, le dernier constat était que tous les pratiquants disaient se sentir bien, détendus. Les questions à l'initiative de l'expérimentation ont donc été de savoir: que signifie se sentir bien? Est-ce lié à l'enseignement du yoga? Est-ce lié à des croyances, des représentations toujours accolées au yoga? Ou est-ce parce qu'il se passe physiquement quelque chose grâce à la pratique? 1.2 Les terrains suisses, français, indiens, séjours en ashram, cours et rencontres. Tout au long de ma thèse, j'ai continué à pratiquer le yoga, ce qui a eu pour conséquence de nourrir la problématique par mes observations participantes, mes propres ressentis, lesquels ont influencé le choix des questions. Comme toute recherche en ethnologie, les terrains, les observations, les discours des pratiquants rencontrés ont été le cœur de ces réflexions. Bien évidemment, cette étude ne prétend pas être représentative de toutes les pratiques des yogas modernes, mais d'en rendre certaines cohérentes. Entre 2013 et 2017, mes observations participantes et les entretiens ont été réalisés auprès de pratiquants et ou de professeurs à Paris, en Suisse romande, Gruyère, Lausanne et Fribourg, et en Inde, Bangalore, Mysore, Delhi, Rishikesh principalement. D'autres lieux seront évoqués pour contraster le panorama, mais ils n'ont fait l'objet que d'observations et de séjours courts. Les terrains de proximité ont été nourris hebdomadairement, tandis que mes terrains en Inde, plus courts, ont fait apparaître de véritables contrastes. Grâce à mon immersion dans les terrains européens, j'ai pu cibler plus rapidement les informations en Inde et chercher les points communs et les divergences. Mon objectif d'inclure l'Inde a toujours été de disposer de points de comparaison, et non de placer les pratiquants de ce pays au centre de l'analyse. Je ne reviendrai pas sur les détails ethnographiques de tous ces terrains, mais j'en mettrai quelques-uns en regard afin de souligner certaines particularités, voire chap. 2. Au-delà des cours réguliers de yoga dans les 3 pays, j'ai participé pendant une semaine à un mois, à différents événements comme un festival, celui du Parmas Niketan Ashram à Rishikesh en Inde du Nord, des conférences de fédération, Congrès européen de yoga à Zinal en Suisse et de scientifiques à Cracovie en 2015 ou des retraites en ashram, Sivananda à Orléans en Ardèche et en Inde du Sud, en tant que pur participant. Gold in Cephai 2003, où mon identité était cachée. L'expérience en ashram s'adresse à des pratiquants plus impliqués et donne un panorama bien plus vaste que celui du cours de yoga hebdomadaire. Ces différents espaces ont mis au jour des pratiquants différemment engagés, et également des acteurs institutionnels variés et parfois contrastés autour du yoga. Les fédérations, les pratiquants, les professeurs, les scientifiques, chacun possédant une expertise sur le yoga et se rencontrant dans certains cadres, conférences pour les scientifiques, festivals pour les pratiquants, congrès pour les professeurs ou cours entre un professeur et ses élèves, sans pour autant communiquer entre eux. Par ailleurs, cette recherche a donné lieu à 56 entretiens. Une trentaine d'entre eux a fait l'objet d'un suivi longitudinal, avec 2 séries d'entretiens semi-directifs et de nombreuses discussions informelles. Ce suivi longitudinal a été précieux pour observer les transformations dans les parcours de vie, et du point de vue méthodologique, pour éviter de mauvaises interprétations ou revenir sur des points insuffisamment explorés lors des précédents entretiens.
Les grilles d'observation et d'entretien portaient une attention particulière sur 3 éléments principaux. A. Les parcours de vie. Caractéristiques sociologiques, motivation première. B. Les spécificités de l'apprentissage du yoga, en portant un intérêt à la relation professeur-élève, au discours sur le corps et les sensations, aux techniques, textes enseignés et au vocabulaire partagé, et C. Les conséquences sur la vie des personnes rencontrées, en termes de rapport au corps, à soi, aux autres, à l'environnement, à alimentation, aux autres pratiques sportives, médicales. Le recueil des entretiens a pris fin lorsque le point de saturation, de Sardan 2008/87, a été atteint, c'est-à-dire lorsque les nouveaux entretiens n'apportaient pas de nouvelles perspectives. Rencontrer des personnes qui pratiquent le yoga a été aisé. J'ai privilégié la mise en réseau entre un professeur et ses élèves. Pour autant, je me suis intéressé à des professeurs venant d'horizons extrêmement variés afin d'éviter une vision trop prismatique. Généralement, j'ai contacté les professeurs soit grâce à leur site internet, soit par interrelation. En Suisse, j'ai suivi 2 cours hebdomadaires, l'un avec Françoise qui a aussi participé à l'expérimentation et le second avec Jade. Ces 2 professeurs ont une approche du yoga bien différente. Françoise inscrit son enseignement dans le respect de la tradition de Sri Bhashyam, plus spirituelle, et Jade ne se rattache à aucun courant, mais enseigne un yoga proche de l'Ashtanga et assez sportif. Cependant, toutes 2, comme Mae à Paris, ou Gita à Delhi, m'ont à la fois proposé de participer à leurs cours et de présenter mon projet à la fin d'une leçon pour trouver des enquêtés. Rapidement, ces choix ont dévoilé une continuité entre méthode d'apprentissage et discours sur le corps. Ces rencontres en réseau se sont avérées pertinentes pour analyser l'impact des relations sociales sur la mise en mots de certaines sensations, chap. 6 et 7. Par ailleurs, cela a fait apparaître des différences selon le courant de yoga enseigné, notamment en termes de motivation première, voire chap. 3, ou des sphères impactées par le yoga, voire chap. 4, 5 et 8, en particulier en matière de spiritualité, voire chap. 10. Avant d'entamer cette recherche, je pratiquais le yoga depuis 5 ans en cours, à raison d'1 fois par semaine. Ensuite, j'ai pratiqué au moins 2 fois par semaine en cours et introduit une pratique chez moi. Ainsi, la démarche empirique a pris forme autour de l'observation participante en tant que participant comme observateur. Gold in Cephai 2003/345. Me présentant toujours comme pratiquante de yoga et chercheuse, j'étais d'abord perçue comme membre de la communauté, ce qui a permis de gagner une légitimité auprès des pratiquants, afin de créer un climat d'écoute et de confiance, de Sardan 2008, lors des entretiens semi-directifs et de libérer la parole notamment autour de certaines croyances. Cet engagement ambigu, tel que l'a décrit Jeanne Favret-Saada, 1990, a permis de décrire les mécanismes discursifs, mais aussi d'expérimenter corporellement de nombreuses injonctions du yoga en termes d'hygiène de vie. Ainsi, j'ai intensifié ma pratique afin de mieux m'intégrer dans les milieux et pouvoir suivre le rythme soutenu lors des retraites en ashram. Suite à un premier séjour en ashram, j'ai suivi les recommandations des professeurs et des fédérations, c'est-à-dire pratiquer plusieurs fois par semaine, introduire une pratique à la maison et changer d'autres habitudes comme l'alimentation. Bien que la part de subjectivité dans une recherche en ethnologie ne soit plus l'objet de polémiques, étant donné que tout chercheur perturbe et change la réalité sociale par sa présence, Devereux, 1994, cette démarche ethnographique nommée auto-ethnographie reste controversée. L'auto-ethnographie est définie par ses détracteurs comme un manque de discontinuité entre discours émique et savoir sociologique, Kachari 2016, et par ses défenseurs comme un processus de réflexivité critique sur soi, sur ses sensations, Watley 2009, ses émotions, sur ses interactions sur le terrain, Dubé 2016. Personnellement, ce travail m'a permis de me mettre à la place, de mettre en pratique certaines observations exprimées par les enquêtés. Cette démarche m'a amené à tenir un carnet de pratique, en parallèle du carnet de terrain, dans lequel je notais mes progrès en termes d'acquisition technique de certaines postures et d'affinement de mon attention corporelle. L'objectif était d'observer l'impact de cette pratique intensifiée sur mon corps. Toutes ces participations ont donné lieu à des observations visant à mieux comprendre les changements décrits par les autres pratiquants. Par ailleurs, je n'ai pas souhaité franchir une frontière, celle de la formation de professeur de yoga. En effet,
beaucoup passent un cap important lors de ces formations intensives. Ainsi, cette auto-ethnographie m'a surtout permis de m'insérer dans la communauté et de faire évoluer mes hypothèses. Pourtant, comme parallèlement à ma pratique, j'ai approfondi mes connaissances sur le yoga, notamment du point de vue théorique. De nombreux pratiquants ou professeurs m'incitaient à devenir moi-même professeur. Même lors de colloques, de nombreux chercheurs continuent à me demander des conseils pour soulager leurs maux, ou savoir quel cours de yoga choisir. Je suis perçue comme une intellectuelle pratiquante pour les pratiquants de yoga, et comme une pratiquante impliquée pour les chercheurs. Cette implication n'a cependant pas constitué un frein à l'analyse ou à l'objectivité, notamment grâce à la littérature scientifique. 1.3. Va-et-vient entre hypothèses, terrain et analyse des données. La méthode principalement suivie pour mener les entretiens rejoint celle de la sociologie compréhensive, Glaser et Strauss, 1967, et la démarche formalisée par Jean-Pierre-Olivier de Sardan, 2008. Ainsi, l'entretien compréhensif se place dans une démarche inductive. Si la méthode des théories ancrées d'Anselm Strauss et Barney Glaser n'a pas été suivie pas à pas, les étapes clés ont été respectées, notamment lors du codage et de la construction de l'analyse. Enfin, en croisant les données issues des entretiens, des observations, du carnet de terrain, de la littérature secondaire et du va-et-vient avec l'état de la recherche théorique, certaines catégories récurrentes, le jeûne 2014, ont été mises au jour, telles que la place du corps, des sensations corporelles, la relation avec le professeur ou encore les conditions d'apprentissage. J'ai cherché à comprendre l'influence du yoga sur les transformations dans les parcours de vie, les différences dans les discours et les pratiques des Français, des Suisses et des Indiens rencontrés, ainsi que l'impact des discours et des actions des professeurs sur les conceptions du corps des pratiquants. 2. Comprendre les méthodes et les typologies. 2 points pertinence et apport de chaque outil méthodologique. Afin de mener à bien ces terrains, je me suis appuyé sur 3 types de données. A. Les données issues des outils de l'ethnographie. Entretiens et observations participantes qui permettent d'enregistrer des parcours de vie et de contextualiser les pratiques. B. Les données issues de corpus théoriques des sciences sociales, de l'histoire, de la psychologie, des sciences cognitives, des sciences du sport, des sciences des religions. C. Les données provenant des apostrophes. Une expérimentation qui vise à mettre en lien des données physiologiques et les discours tenus par les participants, notamment sur leurs ressentis corporels et leurs interprétations. L'entretien ethnologique est l'outil le plus pertinent pour recueillir les discours, le sens subjectif sur le vécu corporel, les données en troisième personne, mais aussi pour comprendre les trajectoires de vie, les répercussions du yoga sur d'autres sphères. L'observation participante aide à confronter ces discours aux pratiques du yoga et à collecter des données sur les échanges entre professeurs et élèves. Ces méthodes qualitatives ont permis de comprendre le rôle du social dans les apprentissages, les trajectoires de vie et de répondre à la question « Pourquoi les pratiquants de yoga changent leur rapport à leur corps et quelles en sont les conséquences en termes d'action sur soi ?» Cependant, ces méthodes ne permettent pas de savoir en quoi l'apprentissage spécifique du yoga opère des changements notamment corporels. D'où l'intérêt des entretiens d'explicitation et de l'expérimentation. Par une approche interdisciplinaire qui ne dissout en rien mon ancrage principal en anthropologie, j'ai enrichi ce travail ethnographique d'autres outils. L'entretien d'explicitation issu de la méthode psychologique de Pierre Vermersch et une expérimentation analysant 2 données physiologiques, les fréquences cardiaques et respiratoires. Elle a permis de comprendre comment l'apprentissage du yoga peut changer le rapport au corps. La collecte de données physiologiques a été réalisée grâce à plusieurs outils. Une jauge de contrainte placée au niveau de la ceinture scapulaire pour enregistrer la fréquence respiratoire et des diodes, permettant d'obtenir un électrocardiogramme. Les données physiologiques ont été enregistrées par le biais du logiciel AC-Knowledge, puis exportées en MATLAB, pour ensuite constituer des statistiques et des algorithmes. L'expérimentation s'est déroulée en 2 temps, à environ 6 mois d'intervalle et a été menée auprès de 25 pratiquants de yoga à Paris et en Gruyère. Certains résultats ont été comparés aux données physiologiques recueillies auprès d'un groupe cible constitué d'une dizaine de personnes ayant les mêmes caractéristiques en termes d'âge, de pratiques sportives, afin de mettre en lumière des spécificités de l'apprentissage du yoga.
Cette expérimentation a permis d'analyser l'acquisition d'un geste technique, une respiration nommée Nadi Shodhana, afin de distinguer un débutant d'un intermédiaire ou d'un avancé. Dans son ouvrage de 1994, Vermeersch développe une méthode basée sur la psychologie et inspirée notamment des travaux de F. Varela avec qui il collabore. Comme pour tout entretien, il est difficile d'avoir accès aux ressentis, aux représentations corporelles de chacun ou encore à la conscience du geste technique. La méthode des entretiens d'explicitation aide la personne à prendre conscience du cheminement de sa pensée, sans passer par un savoir-faire théorique, mais en s'appuyant sur la compréhension du mécanisme mis en place individuellement. La spécificité de l'entretien d'explicitation est de viser la verbalisation de l'action. Vermeersch, 1994/17. En effet, dans toute action, il existe un savoir pré-réfléchi, souvent non conscient pour la personne qui agit. Celle-ci ne sait donc pas spontanément décrire son action. Le mécanisme consiste à faire revivre au sujet un moment de difficulté, afin de tenter une mise en mots sur ses micro-actions mentales et ou physiques. Ainsi, l'apport des entretiens d'explicitation est de pouvoir mettre en corrélation des données en première personne, fréquence cardiaque et respiratoire, avec des données en troisième personne, les discours des enquêtés, à la manière de Francisco Varela. Ces données dites en troisième personne, Varela, 2017, doivent aussi être accompagnées de données en première personne, qui renvoient aux entretiens anthropologiques et aux entretiens d'explicitation. Ces données en troisième personne incluent l'ensemble des discours sur le corps vécu, Andrieux 2016b, 2017a, sur la subjectivité, les ressentis, l'expérience, bref la subjectivité. Pour l'analyse de ces deux types de données, au lieu de l'entretien d'auto-confrontation défini par Theroux 2012, dans le programme du cours d'action, j'ai choisi de croiser les données physiologiques avec les entretiens d'explicitation, Mouchet 2003. 2.2. Apprentissage des pratiques corporelles du yoga. L'ensemble de ces terrains a mis les pratiquants de yoga et leurs professeurs au cœur de ce travail. Ainsi, la relation entre professeurs et pratiquants à travers l'apprentissage du yoga s'est avérée centrale. Quelles sont les caractéristiques de l'apprentissage de yoga ? En de nombreux points, il se rapproche d'autres pratiques corporelles, comme la danse, d'autres sports comme la boxe, le bodybuilding, d'autres thérapies comme le biofeedback ou le training autogène ou encore de pratiques religieuses. Elles ont en commun, d'une part, une attention particulière au souffle, à la respiration, comme un indicateur de bien-être, de performance, de souci de soi ou encore de lien avec Dieu, et d'autre part des pratiquants qui utilisent ces méthodes occasionnellement ou qui s'engagent dans des processus de transformation plus profonds. Cependant, notamment par l'approfondissement de l'attention corporelle et par ses usages pluriels, le yoga permet d'aborder de façon transverse plusieurs dimensions autour de la notion de corps. Pour comprendre les processus d'apprentissage du yoga, ce travail propose de se placer du côté du pratiquant de yoga et de suivre des itinéraires possibles dans ses parcours. Dans cette logique, il aura pour point de départ le cours de yoga pour s'achever sur les conséquences de cet apprentissage dans d'autres domaines, tels que l'alimentation, la santé et les pratiques spirituelles. Alors que certaines personnes ne verront dans le yoga qu'une pratique de loisir, les glaneurs, d'autres iront piocher dans les différentes valeurs, les adages, ou s'intéresseront à d'autres pratiques associées à l'image du yoga, les enthousiastes. D'autres encore transformeront radicalement leur mode de vie, en s'imposant une hygiène de vie, voire une ascèse forte, les passionnés. Ces itinéraires ne sont pas linéaires. Certaines personnes peuvent faire des allers-retours ou s'interrompre, certains ne s'enthousiasmeront jamais. Il ne s'agit pas de chercher une causalité, mais de rendre saillants des processus d'apprentissage et de changement. La question de l'apprentissage offre l'avantage de pouvoir s'interroger tant sur les étapes d'acquisition du yoga, que sur le contenu de l'enseignement, afin de dégager le rôle de l'enseignant qui devient un guide dans l'interprétation des sensations, dans l'acquisition des techniques du corps ou dans le cheminement de transformation de soi. Ainsi, les questions de l'apprentissage et du souffle se sont révélées deux clés de lecture particulièrement adéquates par leur transversalité. Parmi toutes les techniques apprises dans le yoga, cette étude s'intéresse plus particulièrement à une technique de respiration, nommée Nadi Shodhana. Ce choix s'explique d'abord par le fait que ces techniques de respiration, pranayama, sont assez peu étudiées parmi les travaux scientifiques sur le yoga,
ensuite parce que ce travail sur le souffle est propre au yoga. Il participe à l'émergence d'un affinement de l'attention corporelle. Par ailleurs, le souffle associé au prana, souffle, énergie ou force vitale, n'est pas simplement une technique. Il dénote de nouvelles conceptions du corps qui s'inscrivent aussi éventuellement dans une redéfinition de la relation entre le corps et l'environnement. Chap. 9. De là découle l'idée du titre de ma recherche, du souffle au corps. Apprentissage du yoga en France, en Suisse et en Inde. 2.3. Présentation des typologies de pratiques observées. Comme il a été évoqué plus haut, les terrains et les entretiens ont permis d'établir 3 typologies liées. A. L'intensité dans la pratique, glaneur, enthousiaste, passionné. B. Au niveau du pratiquant, débutant, intermédiaire, avancé. C. À la référence des pratiquants de yoga à la spiritualité et ou à la religion, curieux, explorateur, croyant. Ces typologies ne se recoupent pas toujours. La typologie de l'implication, glaneur, enthousiaste, passionné, s'avère pertinente analytiquement pour rendre saillants des itinéraires possibles de transformation liés ou non à l'apprentissage du yoga chez les personnes rencontrées et comparer les actions des pratiquants hors de la sphère du yoga. Il s'agit donc d'abord d'une typologie d'action. La typologie correspondant au niveau des pratiquants, débutants, intermédiaires, avancés, renvoie à un découpage classique en sciences du sport pour évaluer le niveau de l'apprenant. Il s'agit d'une typologie de personnes. Enfin, la typologie référençant les pratiques religieuses et ou spirituelles, curieux, explorateurs, croyants, rejoint des préoccupations de sociologie des religions tout en s'appuyant sur une typologie d'action. La typologie de l'intensité et de l'implication constitue le fil rouge de l'argumentation et permet de mettre au jour ces différents itinéraires. Le passage d'une catégorie à l'autre s'évalue en fonction de la définition donnée au yoga par les pratiquants. Les motivations premières jouent aussi un rôle important. Cette typologie ne force pas les pratiquants à rentrer dans une catégorie, étant donné que d'un enthousiaste à l'autre par exemple, les actions sur soi sont très variables. Selon la théorie énactionniste, c'est par l'action que le couplage corps-monde émerge. Ainsi, en mettant l'accent sur l'action, le sujet se définit par la manière dont il agit. Pour autant, chaque parcours de vie reste évidemment singulier. Ensuite, certains entretiens répondent mieux à la typologie que d'autres. Les cas négatifs, Baker 2002, les détours ou les retours en arrière ont été analysés. D'ailleurs, avant d'élaborer la typologie, de nombreux cas particuliers ont été pris en compte. Certains pratiquants se situant dans un entre-deux. Ces situations à la frontière entre deux catégories étaient particulièrement fréquentes sur la question de la spiritualité. Par ailleurs, la construction de la typologie a consisté à catégoriser les types d'activités plus que les pratiquants. Les noms donnés aux différents profils, glaneurs, enthousiastes et passionnés, ne proviennent ni du langage émique, puisque les pratiquants ne se définissent pas ainsi, ni de la littérature scientifique. Ces typologies sont nées de l'analyse des données recueillies, en regroupant les actions par type de sphère impactée. Ainsi, pour paraphraser Julien et Rosselin 2009, c'est en glanant que certains pratiquants deviennent glaneurs ou en se passionnant que certains pratiquants deviennent passionnés. La typologie a surtout permis de mettre en évidence certaines étapes et de répondre à la problématique. Comme l'exprime Olivier de Sardan en citant J.C. Passeron, la métaphore contrôlée est au cœur du processus de typification et donc de comparaison. Une théorie comparative n'est pas autre chose en sociologie qu'une métaphore filée qui réussit à produire des connaissances. Passeron 1991 sur 147 cité par de Sardan 2008 sur 311. Ainsi, il s'agit d'un mode d'explication permettant de problématiser les processus d'apprentissage et l'influence du yoga sur les transformations qui l'accompagnent souvent. La typologie ad hoc de l'implication s'avère heuristique afin de comprendre les processus de transformation liés à l'apprentissage du yoga chez les personnes rencontrées et de comparer les actions des pratiquants hors de la sphère du yoga. Il s'agit donc d'abord d'une typologie d'action. Elle résulte du croisement entre la définition donnée du yoga, comme un loisir, une boîte à outils ou un mode de vie, les motivations de départ, l'importance du yoga dans la vie quotidienne,
à travers la fréquence de la pratique, l'introduction d'une pratique individuelle chez soi par exemple. L'adhésion à des normes et des valeurs. Le nombre de domaines impactés depuis le début du yoga, alimentation, pratique médicale, relations aux autres, travail, et impliquant de nouvelles actions sur soi. Ainsi que certaines étapes du processus ayant permis ces basculements d'une catégorie à l'autre, les séjours en ashram, la formation de professeurs. Pour autant, ces typologies ne répondent pas à la construction des types idéaux de Weber, 1992, puisqu'il ne s'agit pas de traiter de grands statuts sociaux, mais de dégager des niveaux d'apprentissage ou d'implication dans une pratique qui sont beaucoup moins institués. L'approche constructiviste de Weber rend l'idéal type heuristique grâce à une conceptualisation et une théorisation des phénomènes sociaux et historiques. Elle souhaite faire apparaître des structures logiques. Ici, comme pour Weber, les typologies ont pour but d'analyser et de chercher des caractéristiques communes pour laisser apparaître des différences dans les actions et les choix des pratiquants. Cependant, à l'inverse, ces typologies se sont construites grâce aux données empiriques et ont été remises en question grâce à l'analyse et à la comparaison de ces données. De plus, leur ambition est moindre, puisqu'elles ne cherchent pas à décrire toute la réalité sociale, mais seulement à mettre au jour des réseaux d'action autour des pratiquants rencontrés. Enfin, ces typologies apparaissent beaucoup plus flexibles puisqu'elles reflètent des modalités d'action possibles pour un pratiquant à un moment donné. Ainsi, un même pratiquant peut au cours de son apprentissage, de son parcours et de ses choix changer de catégorie, voire ne plus y appartenir. 3. Situer le débat dans la recherche sur le yoga et le corps. 3.1. État des recherches sur le yoga. Les différents terrains ont laissé entrevoir des définitions et des conceptions plurielles du yoga. Aussi, avant de poursuivre cette présentation, il est indispensable de définir le yoga et de présenter un état des lieux succinct de la recherche sur ce sujet, qui sera précisé dans le premier chapitre. Le terme yoga vient du terme sanskrit yug qui signifie littéralement atteler, unir, joindre. Ce mot unique connaît de nombreuses assertions qui donnent lieu à un éventail d'interprétations et de appropriation au cours de l'histoire. À travers une analyse rigoureuse des textes, Malinson et Singleton, 2017, soulignent que yoga désigne à la fois un but, la recherche d'union avec le divin, la libération du cycle des réincarnations et un moyen psychocorporel, doté d'une palette de méthodes et de techniques. Aujourd'hui, le yoga offre une diversité sémantique qui renvoie autant à une pratique corporelle, aux techniques, asana, pranayama, méditation, qu'à un mode de vie. Dans ce travail, le yoga se définit comme un mélange d'exercices physiques et mentaux afin d'atteindre une sorte d'amélioration ou même de perfection, teinté au gré des choix de fitness, d'ascétisme physique ou de santé, de réalisation de soi ou d'ésotérisme, Hauser 2013. Le yoga peut apparaître comme une pratique psychocorporelle ayant ou non une visée spirituelle, voire infra pour définition. Malgré un foisonnement d'études sur le yoga, rares sont les travaux qui interrogent la notion de corps. Un état des lieux rapide permet de comprendre où en est la recherche. Dans la littérature consacrée au yoga, on distingue 3 approches principales. L'approche sanskritiste s'intéresse à l'évolution du yoga en tant qu'école philosophique indienne, darsana. Les indianistes et les sanskritistes posent les fondements historiques et les principes philosophiques du yoga autour de certains textes dits classiques, notamment les Yoga Sutras de Patanjali, la Bhagavad Gita, ou plus tard, le Hatha Yoga Pradipika. Les recherches plus récentes, comme celles de Birch 2011-2017, Malinson 2007-2017, Maas 2009-2013 ou Singleton 2015-2017 intéressent à des textes non traduits et recouvrant des périodes historiques peu analysées, notamment situées entre la fin de l'époque médiévale et le début du colonialisme britannique. L'approche historique s'illustre par de nombreuses études, souvent américaines, qui se penchent de façon plus critique tant sur la période médiévale du yoga, White 2001-2009, que sur les courants du yoga tantrique, Samuel 2008, ou sur les périodes dites de renaissance du yoga moderne, de Micheli 2005, Alter 2004. Enfin, l'approche sociologique et ethnologique s'intéresse au yoga tantôt en tant que nouveau mouvement religieux, pour reprendre la dénomination de Véronique Alglas 2005,
tantôt comme un phénomène politique, géographique et historique, Oyer 2005, 2008, ou bien au sein des apostrophes. Un courant spécifique, Newcomb 2014, 2017 ou Eisenman 2013. Je reviendrai plus en détail sur les principales conclusions de ces auteurs et d'autres. Alpfas 1988, Singleton 2015, Singleton et Malinson 2017, notamment sur la diffusion du yoga ou sur l'impact de la période nationaliste sur le yoga qui a radicalement transformé les pratiques. Pour situer ce travail parmi les travaux des sciences humaines, il est important de souligner que de nombreuses études en français et en anglais ont déjà porté sur le courant Sivananda, Alclas 2005, Strauss 2005, Eisenman 2013, et que la plupart des travaux sociologiques et anthropologiques n'ont étudié qu'U'. Un courant en particulier, Iyengar pour Newcomb 2005 ou Krishnamacharya pour Chauman 1996. Ce choix est compréhensible pour des raisons de limitation de terrain. Cependant, rares sont les pratiquants de yoga actuels qui ne suivent qu'un type de yoga. Professeurs comme pratiquants voguent et forment des composites entre les courants dans une sorte de butinage des yogas, comme on le verra. Dans ces hybridations, tous se retrouvent dans le terme générique des Hatha Yoga, qui désigne aujourd'hui surtout la pratique des postures, asana. Cependant, pour la majorité, cette pratique purement physique ne reste qu'une porte d'entrée privilégiée. Par la suite et selon le parcours, les pratiquants nourrissent leur curiosité à travers d'autres pratiques, techniques de respiration, méditation et d'autres dimensions. Sur la question du yoga, ce travail intègre les recherches les plus récentes, notamment concernant les dimensions historiques et philologiques, sans prétendre les approfondir. Cependant, il complète et enrichit les travaux en ethnologie grâce à la comparaison de quelques courants de yoga et de pratiques en Suisse, en France et en Inde. À ce jour, de nombreuses études portent sur un thème particulier comme la spiritualité, la dimension thérapeutique, le bien-être, etc. Ainsi, très peu de travaux portent sur la question du yoga et du corps en mettant en relation tous ces thèmes. Aussi, il a semblé pertinent de s'intéresser au processus de changement, en recentrant l'analyse sur l'apprentissage du yoga, afin de montrer l'impact du yoga sur les processus de transformation du corps. Avant de revenir à la problématique, comment ce travail se positionne-t-il face aux travaux en sciences humaines sur le corps ? 3.2. Où en est la recherche sur le corps ? Le corps ne peut être défini de manière univoque. Dans l'histoire de la pensée occidentale, il s'oppose à l'âme. Depuis Platon, le corps est au centre des réflexions philosophiques, mais cette conception s'est figée avec Descartes, 1973-1641. Dans la première des méditations métaphysiques, Descartes aborde le corps en tant que siège des émotions qui altèrent le jugement et empêchent la raison de prévaloir. Pour lui, c'est la mauvaise appréhension des émotions qui empêche l'homme d'accéder aux idées, à la vérité. Si la pensée cartésienne a profondément bouleversé les conceptions du corps et prévaut encore aujourd'hui, de nombreux philosophes, sociologues ou encore neurobiologistes ont réinterrogé cette conception. Par exemple, Antonio Damasio, dans L'erreur de Descartes, 1994, a démontré que les émotions étaient indispensables au corps et au jugement. Les sensations, les émotions participent au bon fonctionnement du cerveau et à la construction de l'homme rationnel et social. Cette dichotomie entre corps et âme a eu une incidence sur la division au sein de la recherche entre approches biologiques et sociologiques. Au début de l'histoire des sciences sociales, le corps a plutôt servi d'appui à une théorie. Le passage en revue de la littérature sur le corps dans les sciences sociales a montré un désintérêt pour le corps jusque dans les années 1960, qui restait jusqu'alors hors du champ de l'ethnologie ou de la sociologie. Le corps renvoyait plutôt à la médecine en tant que corps biologique, ou à la philosophie en tant que corps vécu. Cependant, certains travaux précurseurs en sociologie ou en anthropologie s'étaient penchés sur le corps ou plus exactement sur les techniques du corps de Marcel Mauss. Le corps y est alors envisagé par ses usages et les déterminismes culturels qu'il révèle. À partir des années 1960, pour les sociologues et les anthropologues, le corps devient un objet légitime de recherche à travers ses symboles, son langage, les valeurs qui lui sont conférées par telle ou telle société. Il est alors un corps support d'une théorie, de rapport de pouvoir, Fassin Mémy 2004, de la domination masculine, Héritier 2003-2007,
de représentation culturelle, Blanqui Méchain 1997, d'identité Chebel 1984. Dans la lignée de ces grands courants fondateurs, 3 directions semblent avoir été prises par les sciences sociales. La première, qui reste dominante, explore les représentations sociales du corps. L'anthropologie privilégie légitimement les comparaisons de ces représentations entre les cultures. Une autre tendance a donné aux techniques du corps une place essentielle depuis les années 1990. Enfin, la troisième perspective a consisté à s'ouvrir à d'autres disciplines, d'une part à la philosophie merleau-pontienne en soulignant l'importance du corps sensible ou expérimenté, d'autre part aux autres sciences comme les sciences cognitives. Ainsi, à l'opposé de ses débuts timides, Jean-Michel Berthelot recensa environ 600 travaux au début des années 1980. Actuellement, les travaux sur le corps foisonnent. Andrieux, Boetsch et Chevet 2011, ont dénombré 1375 thèses contenant corps, corporel ou corporéité dans le titre Rien qu'en sciences humaines et sociales entre 1948 et 2008. Pourtant ce nombre reste peu conséquent en anthropologie, 17% au regard du nombre de thèses générales dans chaque discipline. Les thèmes des représentations et des techniques du corps sont dominants en anthropologie. 2011 sur 16. Les représentations sociales servent de cadre d'analyse pour des pratiques très diverses. La santé, l'hygiène, la sexualité, l'alimentation, Lalou 1998, L'. Esthétique, Le Breton 2008, les pratiques physiques et sportives, Possiello 1981, Ravenot 2008, la socialisation, Faure 2008, les rites de passage, la parenté, Gélard 2016. L'ethnologie apparaît particulièrement pertinente pour mettre en évidence les usages sociaux et les manifestations de la culture sur le corps, dans les sociétés contemporaines, partout dans le monde. Les préconisations des techniques du corps de Mauss, afin de comprendre les interactions entre le culturel, le social, le psychologique et le biologique, ont donné lieu à des mises en application fort diverses avec Audricourt, 1987, Leroy-Gourand 1943, 1945 ou plus récemment Langueviège 2008, Lacaze 2012, Bril 2009 à 2010 ou le collectif Matière à penser 1999, 2009, 2012, 2015, 2018. Enfin, la corporéité, les récits de vécus corporels inspirés par la phénoménologie merleau-pontienne prennent une place croissante. Dano Brega 2017, Cohen, Kerestetsi, Mottier 2017, Vionnet 2018. Dans cette perspective, de nombreuses études et travaux de laboratoire posent un regard micro-phénoménologique sur le corps. Par ailleurs, de nombreux chercheurs ont ouvert les portes du social vers d'autres disciplines, soit pour poser les jalons théoriques soulignant la nécessité d'une pluridisciplinarité, Morin 1994, Bloch 2013, Valade 2018, soit en créant des dialogues entre anthropologie, culture matérielle et psychologie voire avec les sciences cognitives grâce notamment aux travaux des '. Alain Berthoz 1997, Varnier 1999, Julien et Rosselin 2009, Rosselin, Lalo, Nourri 2015, soit en créant des ponts entre anthropologie et sciences cognitives, Kando 2000, Watley 2009, Whitehouse 2004, Cohen 2017. S'inspirant de ces travaux, le présent ouvrage cherchera à montrer comment développer une méthode intégrée d'étude du corps, c'est-à-dire inscrivant les discours sur les ressentis sensibles, dans ses dimensions biologiques, sociales, culturelles, à travers le cas de l'apprentissage du yoga. Parallèlement, les sciences cognitives ont étudié l'intériorité du corps à travers 4 courants principaux: le cognitivisme, le connexionnisme, le constructivisme et l'énactionnisme. Le cognitivisme considère la connaissance comme la manipulation de représentations symboliques liées entre elles par des règles logiques, à l'image d'un ordinateur. Ainsi, le traitement de l'information en provenance de l'input permet de le traduire en représentation et de produire une réponse appropriée, l'output. Dans les années 1980, pour le connexionnisme, la cognition n'est plus un calcul de représentations internes, mais l'émergence d'états globaux de réseaux d'unités interconnectées, comme les neurones, dans un modèle plus biologique. Ces 2 courants mettent donc la représentation au cœur de leur approche. Pourtant, ils sont à l'opposé des représentations du corps décrites précédemment dans les sciences humaines. Le constructivisme, le 3e courant, critique cette définition du corps qui laisse de côté le corps vécu, le rôle des émotions ou encore le social.
Francisco Varela les rejette toutes les trois pour fonder l'énactionnisme, en mettant le sujet au cœur de l'expérience vécue. Pour lui, le sujet ne préexiste pas au monde ou inversement, il s'agit d'un processus de co-construction, où les mécanismes cognitifs permettent de faire émerger un monde et un corps inséparables. 4. Positionnement théorique et choix conceptuel. 4.1. Les techniques du corps de Mauss, notion essentielle en sociologie et en anthropologie. Le sujet est un corps et a un corps, Varnier 2009-2017, telle est l'idée directrice de ce travail. Pour comprendre ce que signifie avoir un corps pour un sujet, le concept des techniques du corps est central. La citation la plus connue de l'article de 1934 correspond à la définition donnée par Mauss des techniques du corps. Les façons dont les hommes, société par société, d'une façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. Mauss, 1934/365. Mauss souhaitait montrer que les comportements humains supposés les plus naturels comme les usages du corps ne sont pas innés, mais acquis et influencés par des variables sociales et culturelles. Ce sont donc des techniques qui varient au sein d'une même société selon les époques, entre les sociétés, en fonction de la matérialité, des outils utilisés et enfin de l'apprentissage. L'apprentissage dépend lui-même d'une éducation, donc d'une époque, du social et du culturel. Les techniques du corps varient également en fonction de l'âge, du sexe, du rapport au rendement, à l'habilité. Mauss prend plusieurs exemples tels que la marche, la nage, le bêchage. Dans cet article qui reste programmatique, Mauss a insisté sur la nécessité de comprendre le corps comme une unité biopsychosociale, c'est-à-dire en tant que fait social total. Pour l'essentiel, Mauss considère ces techniques théoriquement de façon intégrée au biologique et au psychologique, même s'il a surtout montré l'influence sociale et culturelle. Il valorise les deux autres niveaux d'analyse, mais sans les développer. Ainsi, le pont interdisciplinaire reste-t-il à construire. Par ailleurs, Mauss entend par technique un acte traditionnel efficace. Or, cette définition pose aujourd'hui question. Cette formulation sous-entend en effet une utilisation instrumentale du corps. Ainsi, cette définition des techniques du corps répond principalement à la question « J'ai un corps, entendu comme outil efficace au service de la volonté ». Depuis les années 2000, les exemples ne manquent pas pour illustrer la vitalité autour de cette notion. Guilhem 2008, Gélard 2008. Face à un programme de recherche maussien aussi vaste, plusieurs auteurs ont pu s'approprier cette notion sans la dénaturer. Parmi eux, les travaux de Gaël Lacaze analysent les techniques et les représentations du corps mongol depuis l'ontogenèse jusqu'à son entrée dans l'âge adulte, puis s'intéressent aux techniques de la vie quotidienne, d'alimentation, les soins du corps, de repos, d'activité et de mouvement. Bien que les descriptions précises des postures restent rares, Lacaze a approfondi ses observations par un travail photographique important. Elle indique en introduction que son objectif n'est pas de décomposer chaque geste ou chaque technique corporelle, mais de comprendre leur signification en fonction de l'âge, du sexe, de l'activité et d'éléments contextuels. La mongoliste défend l'idée que les techniques du corps sculptent des manières d'être et d'agir dans un système de perception et de sensation qui conditionne la connaissance du monde. Par des emprunts à Bourdieu, l'apprentissage est ici abordé comme une transmission de savoir des parents aux enfants, socialisation primaire, et au sein d'une classe d'âge, socialisation secondaire. Lacaze se penche donc sur les liens entre techniques du corps et apprentissage, dans un sens bien différent de celui de Bébril qui, à l'opposé, ne cherche pas à recenser des techniques culturellement codifiées, mais à allier les trois dimensions sociales, biologiques et psychologiques, ou plus précisément sociales, cognitives et techniques. Brill souligne que les techniques du corps se limitent souvent à des études du mouvement et à une recension des techniques culturellement codifiées, au lieu de comprendre le sens donné à ces gestes par les sujets. Ainsi, les techniques du corps se comprennent d'abord comme circonscrites à des actions socialement et culturellement situées et doivent être analysées à la lumière de travaux interdisciplinaires, psychologie du comportement, physiologie du mouvement, biomécanique, anthropologie. Brill essaye de répondre dans ses travaux à la question suivante. Comment les contraintes d'ordre anatomique, physiologique, biomécanique, cognitive sont-elles utilisées par l'homme pour construire une motricité qui, en jouant sur une certaine marge de manœuvre, deviendra spécifiquement culturelle ? Brill 2010/55. Par conséquent,
Bébril s'intéresse aux interactions entre le corps et l'environnement ainsi qu'entre le sujet et l'outil. Ses travaux prennent pour exemple le portage, la taille de pierre ou la marche. Bébril, 1996, démontre que les apprentissages varient en fonction des actions valorisées dans chaque société. Elle emploie le concept de champ d'actions encouragées. Elle place son analyse dans le sillon de l'apprentissage en situation et démontre comment certaines actions sont encouragées ou prohibées, comme se tenir en position accroupie en Afrique ou en Europe, en fonction de l'âge, du sexe, de la culture des contextes et de l'environnement matériel. Cette approche novatrice interdisciplinaire ouvre une voie de communication entre sciences sociales et cognitives pour comprendre les apprentissages. Comme pour Brill, mais à la lumière des sciences du sport, Durand, O et Poisa 2005, allie sciences sociales et cognitives. Ces auteurs associent à la fois les techniques du corps et l'approche énactive de Varela. Ces techniques sont qualifiées de dynamiques, un corps en mouvement, en acte et en action. Conceptualisées, les êtres humains engagent leur matérialité et immatérialité corporelle. Holistes, ils utilisent le terme de corporéité, située, c'est-à-dire inséparable de l'environnement où elles émergent, dans le sens de Varela. Pour eux, l'apprentissage qui s'inscrit dans une perspective énactive ne résulte pas d'une simple acquisition de mouvement. Il existe une coémergence du sujet et du monde. Le sujet est incarné et enchâssé dans son histoire psychique, sociale, corporelle, matérielle. 4.2. Foucault, technique de soi et rapport de subjectivation. Le projet de Marcel Mauss d'étudier les techniques du corps d'un point de vue biologique, psychologique et social est un prédicat à cette recherche. Cependant, comme le préconisent M. P. Julien et Serroselin 2009, elles seront enrichies par la notion de technique de soi de Michel Foucault. Foucault décrit les techniques de soi comme donnant la possibilité au sujet d'effectuer seul ou avec l'aide d'autres un certain nombre d'opérations sur leur corps et leur âme, leur pensée, leur conduite, et ce de manière à produire en eux une transformation, une modification, et à atteindre un certain état de perfection, de bonheur, de pureté, de pouvoir surnaturel. Foucault 1994 4, 170. Ainsi, ces techniques de soi forment la subjectivation où autrui peut exercer des rapports de pouvoir à travers le corps, notamment en utilisant des techniques, de la matérialité, mais où le sujet lui-même, en observant certaines règles, en intériorisant des interdits, incorpore et devient le garant de ses actions sur lui-même. Foucault laisse une part plus importante au sujet. Le sujet a la capacité d'agir sur lui-même. Ici, un élément essentiel est l'autonomie. Comme chez Elias 1973-1939, la société détermine et pose un cadre, les structures influencent le corps, mais le sujet garde une possibilité d'action. Foucault montre que ces actions s'établissent toujours sur le corps par l'intermédiaire de différentes techniques, Foucault 1984 sur 233. Cependant, le sujet peut s'en détacher partiellement, ne plus y être soumis, Foucault 1975 sur 82, et exercer une certaine liberté. Il ne s'agit cependant ni d'une autonomie complète au sens d'une liberté d'action, ni d'un affranchissement total d'autrui ou des institutions puisque cette autonomie n'est possible qu'à condition de respecter certaines contraintes structurelles et déterminantes comme la matérialité, le biologique, le social, le culturel. Il s'agit donc d'une autonomie circonstanciée. La notion de sujet permet donc de comprendre le corps dans ses différentes modalités, biologique, sociale, psychologique, cognitive, culturelle, religieuse et son rapport avec la culture matérielle ou l'environnement. Dans le cas du yoga, le sujet sera soumis aux contraintes sociales, culturelles, influencées par les actions des autres et notamment par le professeur autant dans l'apprentissage moteur que dans la mise en mots. Ces actions sur soi participent à de nouvelles subjectivations. Michel Foucault entend par subjectivation le processus de formation du sujet, par lequel le rapport de soi évolue en fonction des techniques de soi. Ces techniques de soi passent par la matérialité, se transmettent dans les relations sociales et évoluent dans le temps. En résumé, dans le cas de la pratique du yoga, les techniques de soi serviront à comprendre certains éléments du processus d'apprentissage, notamment dans la relation pratiquant-professeur pendant l'apprentissage, à travers le caractère performatif, les directives de l'enseignant, les préconisations dans d'autres domaines, mais aussi sur les conséquences en termes d'action dans d'autres sphères sociales, professionnelles, intimes. Pour autant, chez les passionnés,
plus ils s'autonomisent, donc plus ils ont incorporé dans leur pratique les adages, les valeurs, les actions des autres, plus ils se font les garants de ces techniques de soi sur eux-mêmes. 4.3. Des conduites au couplage sensorimoteur, de Varnier à Varela. Cependant, ces notions ne permettent pas de comprendre le processus d'acquisition de nouvelles techniques. J.P. Varnier 2007-2009 place le corps au cœur de la subjectivité et emploie autant les termes de technique du corps, de technique de soi que de conduite sensorimotrice. Ce corps est vécu, vivant, médiatisé, investi de désirs sensitifs et en interaction avec d'autres sujets, donc impliqué dans une culture et une société. Le corps en tant que conduite sensori-affectivo-motrice signifie que le corps s'engage dans un environnement social, culturel, matériel. Le corps s'apparente à une conduite motrice, car toute action est finalisée, elle vise quelque chose. Il mobilise ainsi les sens et engage l'affectivité. L'action implique un processus sensori-affectivo-moteur, le corps du sujet se modèle en fonction de techniques de soi exercées par soi, par la matérialité et par autrui. Cependant, si J.P. Varnier évoque les dimensions cognitives, il ne développe pas ce point et ne s'intéresse ni aux mécanismes internes ni au sens donné aux actions, d'où l'apport complémentaire des sciences cognitives. Alors que J.P. Varnier met l'accent sur l'action et ses conséquences sur le sujet, en utilisant le terme de conduite sensori-affectivo-motrice, Varela souhaite mettre l'accent sur l'émergence réciproque entre le corps et le monde en nommant ce même mécanisme couplage sensorimoteur. Du côté des sciences cognitives, tant Francisco Varela qu'Alain Berthoz, 1997, défendent l'idée que perception et action se co-construisent. Dans cette perspective, les phénomènes doivent être compris non comme des choses en soi, comme des réalités extérieures, mais comme indissociables d'une expérience. Ainsi, le monde est perçu instantanément, la perception intervient dans la sélection d'aspects signifiants, mais aussi dans l'attribution de significations, liées au contexte social, culturel, matériel, qui dépendent des couplages sensorimoteurs antérieurs et aussi du choix le plus pertinent au moment présent. Ces couplages sont pluriels, évoluent et se transforment. Ainsi, Berthoz défend l'idée que le cerveau n'est pas un simple organe proactif et représentationnel. Il est impossible de séparer perception et action, et il faut donc abandonner la distinction entre sensoriel et moteur. Il s'agit d'un corps sensible en action qui mobilise des couplages sensorimoteurs. Varela emploie le terme de couplage plutôt que synthèse. Le trait d'union entre le sensoriel et le moteur répond plutôt à une fonction grammaticale, illustrant la relation de dépendance entre ces deux termes. Il souligne l'union entre deux éléments unissant un même phénomène. Pour un organisme, l'activité située prend la forme de cycles de couplage sensorimoteur entre son environnement et lui-même. Ce que l'organisme sent est fonction de la manière dont il se déplace, et la manière dont il se déplace dépend de ce qu'il sent. Ces cycles ont comme substrat les grandes voies sensorimotrices du corps, relayées dans le cerveau par de nombreuses régions sous-corticales et nœud-accent-aigu-corticales. Les assemblées de neurones transitoires permettent une coordination entre les interfaces sensorielles et motrices, tandis que le couplage sensorimoteur avec l'environnement contraint et module la dynamique neuronale. C'est à ce cycle que l'on doit le comportement de l'organisme, en tant qu'agent situé. Varela, 2017/259. C'est pourquoi, le terme de couplage sensorimoteur permet d'analyser plus spécifiquement les processus d'apprentissage comme des couplages sensoriels et moteurs, comme une union entre perception et action qui se réactualise et s'adapte dans la situation présente. Ces couplages sensorimoteurs ne sont donc jamais figés, et évoluent en fonction de ces réactualisations. En bref, en tant qu'ethnologue, J.P. Varnier part du contexte socioculturel pour comprendre la sensorimotricité et donc pour saisir l'impact des conduites sensorimotrices, notamment à travers la relation à la matérialité sur la construction des sujets. À la croisée des sciences cognitives et de la phénoménologie, F. Varela part du fonctionnement cognitif pour expliquer ce couplage afin de souligner la coémergence du corps et du monde. Néanmoins, ces auteurs se rejoignent puisqu'ils reconnaissent un impact du social, du culturel, du matériel sur le corps. Ces processus sont pluriels et situés, ils évoluent donc dans le temps et chez un même sujet. Ces deux conceptions apparaissent plus complémentaires qu'antithétiques. 4.4. Approche neurophénoménologique,
la corporéité et l'énaction. Ce concept de couplage sensorimoteur semble particulièrement pertinent pour comprendre les processus se mettant en place lors des apprentissages et leurs résultantes sur la construction du sujet. Ainsi, la répétition et l'apprentissage de couplage sensorimoteur peuvent donner lieu à de nouvelles subjectivations, mais aussi à un nouveau rapport au corps, en changeant les comportements, en donnant un nouveau sens à la relation entre le corps et le monde, l'univers, l'environnement, la nature, et s'apparente à la corporéité, donc à la manière dont le sujet vit avec son corps. La corporéité s'expérimente dans le corps, comme mode de relation avec le monde. L'expérience vécue au sens phénoménologique est un élément incontournable de la pensée de Varela, surtout dans son ouvrage « L'inscription corporelle de l'esprit » et dans le cercle créateur, où l'auteur y fait abondamment référence. En reprenant le terme de corporéité, il renvoie à la philosophie merleau-pontienne. Merleau-Ponty place le vécu corporel au cœur de l'expérience de la perception du monde, en donnant une place aux émotions et à ses expressions. L'expérience qui s'exprime par des pratiques noue aussi un rapport à soi qui n'existe que lié aux autres. Pour Merleau-Ponty, être-vivre renvoie au corps propre qui appelle la subjectivité. Avant de réfléchir sur soi, le sujet a déjà un sentiment d'être soi, dans la relation entre le corps et le monde. Merleau-Ponty souligne que la perception n'est pas forcément consciente. Le corps appartient à la chair du monde. Il ne peut pas y avoir de connaissance du corps sans relation avec le monde, et il ne peut pas y avoir connaissance du monde sans médiation par le corps, comme manière d'être au monde. Varela utilise cette notion pour traduire ce qu'il emprunte à Merleau-Ponty. L'appréhension d'un corps qui est une structure expérientielle, vécue et physique, extérieure et intérieure, biologique et phénoménologique. Ainsi entendu, la corporéité dépasse le corps-objet, car elle comprend le corps propre et se définit comme un ensemble de significations vécues, une condition de l'expérience, une corrélation au monde. La corporéité résulte de cette présence au monde du corps, de l'unification entre perception, sensation et action. La corporéité intègre donc le corps sensible, la réflexivité sur le corps, les sensations internes, les perceptions externes, le rapport au monde. Cependant, pour Varela, Thomson et Roche, l'approche phénoménologique présente des limites. Elle reste basée uniquement sur l'introspection philosophique, non sur l'expérimentation. Il s'agit du corps vécu, décrit par des mots or, certains mécanismes, comme ceux du corps vivant, Andrieux 2016, restent en deçà du disciple. Venant des sciences expérimentales, l'approche accent aigu N-active remplace l'introspection par la prise en compte des mécanismes neuronaux sous-jacents. Ils reprennent la notion de corporéité, laquelle revêt un double sens, celui du corps comme structure vécue, mais aussi comme contexte de réalisation des mécanismes cognitifs. Par conséquent, l'organisation neuronale dépend d'un ensemble de couplages sensorimoteurs de l'organisme en co-construction avec son environnement, afin de faire émerger des actions motrices et corporelles. L'énaction propose une voie moyenne, où le monde et le sujet se codéfinissent. F. Varela prend l'exemple de la couleur, 1989-1993, et compare leur perception chez les oiseaux, les primates et les humains. Certains oiseaux sont tétrachromates, ils voient avec 4 couleurs primaires, alors que les humains sont trichromates, ils perçoivent 3 couleurs primaires. Cette perception différente implique que nous vivions dans des mondes sensoriels différents. Chacun fait émerger une relation corps-monde qui lui est propre. Pour Varela, la voie moyenne consiste en une co-construction corps-monde, notamment à travers l'action, le faire et le faire émerger entre monde et corps concomitamment. Le sujet ne peut prendre de la distance avec le monde, car il reste immergé en lui. Il y a co-émergence d'un sujet sensible agissant, et de ses objets de manipulation dans l'énaction. Ainsi, pour Umberto Maturana et Francisco Varela, l'énaction correspond à l'idée que les facultés cognitives se développent parce que le corps interagit avec un environnement précis. La perception ne peut être passive puisqu'elle interagit avec l'organisme, entendu comme synthèse du corps-cerveau qui parvient à guider les actions. Énacter ou faire émerger consiste donc à modifier conjointement l'environnement et l'organisme. L'énaction est un concept basé sur l'action et l'interprétation, c'est être en situation de 4.5. Faire communiquer les concepts et les auteurs. Face à la profusion des termes employés autour du corps, technique du corps,
représentation du corps, couplage sensorimoteur, image du corps, schéma corporel, où chaque discipline privilégie ses paradigmes et notions, le mariage interdisciplinaire semble difficile. Pourtant, de nombreux auteurs ont déjà posé des jalons de communication entre certaines disciplines, Varela 2017, Varnier-Julien, Rosselin 1999, 2008, 2009, 2012, Andrieux 2011, 2014, 2016, 2017, Durand et Poisat 2015. Dans ces lignées, cet ouvrage s'inscrit donc dans une approche interdisciplinaire, à un carrefour entre ethnologie et psychologie expérimentale. Elle sera aussi étayée des emprunts à la sociologie, l'histoire, la psychologie et les sciences cognitives afin de penser le corps comme une relation de l'homme à son environnement. Aussi, au lieu de renforcer des lignes de partage, il semble possible de créer des rapprochements complémentaires entre les approches des uns et des autres. Si Varela reconnaît l'importance du social, du culturel, des contextes historiques et matériels, il ne les envisage que comme corrélatifs au sujet et se co-construisant dans l'action en se définissant l'un l'autre. Or, l'intersubjectivité n'est pas équilibrée, harmonieuse, mais conflictuelle. Inversement, Foucault ne s'attache pas aux propriétés biologiques, cognitives. Ces approches présentent donc des possibilités de complémentarité et se rejoignent sur certains points. Tout d'abord, Foucault, Varela, Andrieux, Varnier-Julien ou Oa rejettent le dualisme du corps et se placent dans une vision relativement holiste. Ils se retrouvent, b. autour de la question de l'action et plus spécifiquement de l'action située, ainsi que de l'actualisation des actions en fonction des apprentissages. Ils portent un intérêt à l'action efficace, c. Chez Varela, c'est la cognition qui est une action efficace du couplage corps-monde. Chez Julien et Varnier, ce sont les techniques du corps qui se comprennent comme des actions efficaces et finalisées. Ensuite, à leur manière, ils ont construit des ponts interdisciplinaires, soit grâce à de nouvelles méthodologies comme Varela, Andrieux et O, soit grâce à des recours conceptuels pluriels, Foucault, Varnier, Julien. Ensuite, ils abandonnent, partiellement, Julien ou complètement Varela, une analyse en termes de représentation sociale pour l'une, cognitive pour l'autre. Ces auteurs reconnaissent que le corps dépend d'un contexte socio-historique, g qu'il est aussi contraint par ses conditions biologiques et qu'il est en perpétuel changement, h. Ces points d'entente permettent de mobiliser ces divers auteurs autour des concepts et des questions, sur lesquels ils paraissent particulièrement pertinents pour la présente étude. Pour synthétiser, les notions associées au corps répondent à des préoccupations différentes. Les représentations du corps offrent la possibilité d'aborder les caractéristiques extérieures du corps, son symbolisme, l'influence de la culture ou du regard d'autrui dans sa construction. Les couplages sensorimoteurs permettent non seulement de mettre l'accent sur le processus en éternel changement, sur l'importance de l'apprentissage, mais aussi de donner un cadre d'analyse aux gestes et à l'acquisition de l'action. Les techniques du corps s'avèrent utiles pour montrer comment, à travers l'acquisition de techniques, le sujet utilise son corps de manière instrumentale. La corporéité s'intéresse au sens donné aux actions, à la manière dont le sujet construit sa subjectivité par ses actions et son corps. 5. Fin des prolégomènes. 5.1. Problématique générale et plan. Pour comprendre les transformations du corps dans l'apprentissage du yoga, le dénominateur commun est l'apprentissage de nouveaux couplages sensorimoteurs, mais aussi l'affinement de l'attention corporelle. J'en suis venu à me demander, les pratiquants développent-ils une meilleure attention corporelle par l'apprentissage du yoga ? Si oui, celle-ci est-elle à l'origine des processus de changement de comportement ? Dès lors, les discours autour du yoga témoignent-ils tous de transformation des rapports au corps ? Au-delà des facteurs historiques et sociaux, chap. 1, 2, 3, 4, les processus de changement décrits peuvent-ils refléter de nouvelles subjectivations, de nouvelles corporéités ? Si oui, quels sont ces processus ? Pourquoi et comment ces personnes changent-elles ? Le premier chapitre posera les jalons de contextualisation historique du yoga en retraçant brièvement des moments clés et des périodes de rupture, pour comprendre les erreuses accents aigus interprétations et les transformations des yogas modernes. Le chapitre 2 mettra en perspective quelques terrains européens et indiens, afin de suivre les pratiquants dans leur quotidien. Le troisième chapitre se focalisera sur les sujets de cette recherche, les professeurs et les pratiquants de yoga rencontrés,
et sera illustré par la première typologie des pratiquants, glaneurs, enthousiastes, passionnés. Les 2 chapitres suivants approfondissent le fil conducteur de la recherche, à savoir les processus de transformation possibles liés à l'apprentissage du yoga et leurs conséquences en termes d'action. Ils porteront plus spécifiquement sur les étapes expliquant pourquoi un pratiquant s'implique dans le yoga. Les chapitres 3, 4, 5 s'attacheront à comprendre à la question « Pourquoi les personnes pratiquent-elles le yoga et s'impliquent-elles différemment ?» Les chapitres 6 et 7 se concentreront sur l'expérimentation et les processus d'apprentissage d'une technique de respiration. Le premier des 2 chapitres présentera le cadre de l'expérimentation ainsi que les principaux résultats et l'analyse, tandis que le chapitre 7 reviendra sur la dimension socioculturelle de l'apprentissage et notamment le rôle clé de l'enseignement. Ces chapitres seront la mise en pratique du positionnement théorique sur le corps. Ils chercheront à expérimenter un dialogue interdisciplinaire et à répondre à la question centrale suivante. Comment les pratiquants par l'apprentissage du yoga changent-ils leur rapport à leur corps ? La question du processus laisse la place à la question des conséquences de ces apprentissages et offre des clés pour expliquer comment les pratiquants restent des glaneurs, pourquoi d'autres s'enthousiasment ou se passionnent. Pour cela, ce chapitre s'intéressera d'abord aux conséquences en termes de rapport à soi, à la corporéité, puis aux conséquences sociales et enfin aux répercussions dans le rapport à l'environnement, dans les visions du monde. Le chapitre suivant s'interrogera sur la possibilité de faire naître une nouvelle corporéité, à travers la notion de prana, qui apparaît comme un trait d'union dans la relation entre le corps et l'environnement. Le dernier chapitre se penchera sur la référence à la spiritualité qui possède des caractéristiques propres. 5.2. Quelques précautions préalables de vocabulaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments restent à expliciter. Il est d'usage en ethnologie, et ce sera donc le cas ici, d'anonymiser l'identité des enquêtés. Un pseudo a donc été attribué à chacun d'entre eux, auquel est adjoint l'âge, la nationalité. Il est précisé s'ils sont pratiquants ou professeurs, les professeurs étant de fait aussi des pratiquants. Pour désigner les enseignants de yoga, 3 termes peuvent être utilisés, professeur, swami ou gourou. Le professeur renvoie à tout enseignant qui ne se pose pas comme guide spirituel. Le swami, littéralement seigneur, maître, mari dans un autre contexte, désigne ici une personne retirée dans un ashram qui en occupe à la fois des fonctions logistiques, d'organisation et de représentation. Il peut être perçu au sein de l'ashram comme un guide spirituel et à l'extérieur représenter un courant, un mouvement de yoga. Initié dans un ordre religieux déterminé, il a choisi de se dédier à l'institution et symbolise une force de renoncement. Le gourou est un guide spirituel, un maître reconnu pour son assise personnelle. Il peut ou non vivre dans un ashram et peut ou non enseigner et transmettre également le yoga. Généralement, il ne s'est pas autoproclamé ainsi, mais a été reconnu comme tel par ses disciples. Pour désigner les enquêtés, le terme de pratiquant de yoga et non de yogi sera employé. Quand à de rares occasions, le terme de yogi apparaîtra, il s'agira soit de la figure ascétique et historique, soit d'extraits d'entretien qui se réfèrent à la figure du yogi imaginaire, c'est-à-dire du yogi idéalisé par les pratiquants, chap 3. Par ailleurs, les termes issus du sanskrit qui sont des concepts spécifiques au yoga seront notés en italique et translittérés selon le système sanskrit standard comme kundalini, prana, etc. Par contre, les termes rentrés dans le vocabulaire courant figureront en romain et sans signe diacritique, comme Ashtanga Yoga, Guru, Chakra. Par ailleurs, ils ne feront pas l'objet de traduction systématique, puisque le glossaire en fin d'ouvrage développe certaines définitions. Comme il s'agit souvent de termes employés tant par les pratiquants que par les scientifiques, le glossaire en annexe comportera 2 définitions, une émique et une éthique. Le discours émique ou indigène renverra ici aux significations et aux données discursives des pratiquants, alors que le discours théorique sera défini comme le recours au discours sanskritiste savant. Enfin, je prends ici une dernière précaution concernant le terme de spiritualité. Bien qu'utilisé tout au long de l'ouvrage, la spiritualité ne fera l'objet d'une attention spécifique que dans le dernier chapitre. Il est toutefois possible d'en clarifier le sens. Dans les discours des pratiquants,
la référence à la spiritualité apparaît généralement par opposition, soit à la dimension médicale physique ou matérielle du yoga dans les discours scientifiques, soit aux religions instituées, notamment l'hindouisme ou le christianisme. Suivant cet usage émique, la spiritualité est entendue à travers 3 caractéristiques. A. Comme une expérience individuelle, intime, présentée souvent comme un ressenti en soi, mais encore imprécis. Dans le cas du yoga, le corps est alors réhabilité en tant que pivot de l'engagement corporel et émotionnel permettant d'y accéder. La spiritualité est aussi majoritairement vue comme B. Une recherche personnelle, une quête, un chemin pour répondre à des questions existentielles sur le sens de la vie, verbatim. Enfin, de nombreuses références à la spiritualité recourent à une vision holistique du corps, C, en relation avec l'environnement ou quelque chose d'englobant comme la nature, le grand tout, ou à Dieu, ou à des dieux. Chapitre 1 – Éclairage historique sur les notions de yoga, de prana et de corps. Les origines du yoga restent floues. Le yoga est évoqué dans les textes depuis 2500 ans. Il a connu des transformations profondes. Bien qu'il soit d'usage d'employer le yoga au singulier, son caractère protéiforme autorise à le comprendre comme une pluralité. Ici, il ne s'agit pas de retracer l'histoire du yoga. Cependant, l'histoire apparaît comme un préalable à la compréhension des phénomènes socio-culturels, éclairant des transformations et interprétations présentes. Cette synthèse se réfère principalement aux travaux d'historiens et de sanskritistes tels que Malinson 2013, Singleton 2010-2014, Maas 2013, White 1996-2006, Padou 2010, Demichli 2005, Alter 2004, Burr 2011, Hackey 1995, Jaffrelot 1992-2005, Samuel 2008, Hauser 2013, Diamond 2017, Michael 1980, Chekomori 2001, Despont-Mélan 2007. Dans un premier temps, les périodes anciennes seront uniquement abordées autour de 3 notions centrales ici: le yoga, le prana et le corps. Dans un second temps, un détour historique permettra de revenir sur la période charnière du nationalisme hindou qui a entraîné des transformations profondes du yoga. Dans un troisième temps, 3 types de discours, spirituel, scientifique, médical et corporel, illustrés par 3 figures clés, seront mis en perspective. En dernier lieu, ce chapitre se concentrera sur la période de diffusion du yoga en France et en Suisse, pour se clôturer sur les courants pratiqués aujourd'hui. 1. Mise en perspective historique des notions de yoga et de prana. 1.1. Évolution ancienne du terme yoga, système philosophique, méthode ou finalité? Le terme yoga est particulièrement polysémique en sanskrit et si son usage ordinaire signifie lien, union, du sanskrit yug, littéralement atteler, unir, joindre, il peut désigner autant la méthode que le but, le chemin, le profit, le projet, l'effort ou un moyen magique. Malinson et Singleton 2017. Il a connu un large éventail de définitions. La datation, les définitions précises comme les contours concrets de ces yogas antiques, peu de sources permettent de les retracer. Étant enseigné oralement de maître à disciple, Guru Sisya, dans le cadre d'un lignage sectaire ascétique, les pratiques devaient revêtir des formes variées selon les régions et les enseignants. Pour cette raison, le yoga a été étudié à travers les seules traces des textes les plus philosophiques. D'autres travaux en cours et non référencés ici s'intéressent aussi aux temples et aux sources archéologiques, Maas, Malinson, Birch. Selon une définition très ancienne du Katha Upanishad, 3e siècle AV. J.C. Le yoga s'illustre par l'image du char, le corps, tiré par des chevaux indisciplinés, les sens, que le cocher, l'intellect, tente de diriger au moyen des rênes, le mental, afin de permettre au maître du véhicule, le soi, d'atteindre la délivrance. Il s'agit donc avant tout d'une forme de contrôle des sens et de concentration de l'esprit, dont l'accomplissement parfait permettrait éventuellement d'être délivré des renaissances et de rejoindre l'absolu impersonnel, Purusha. Issu de l'ancien système dualiste et philosophique, le Samkhya, le Katha Upanishad distingue un principe matériel de l'existence, Prakrti, et un principe spirituel supérieur, Purusha. Le yoga est souvent présenté soit comme la mise en pratique de cette philosophie du Samkhya, comme une union de l'être individuel au principe suprême, Phega, Michael, 1998,
soit comme un système philosophique propre avec une codification attribuée à Patanjali. Dans l'ouvrage le plus cité aujourd'hui, les Yoga Sutras attribués à Patanjali entre 500 et 200 AV. JC correspond au Patanjala Yogasastra. Le yoga est théorisé à la fois comme méthode et comme finalité, la suppression des activités du mental. Il est aussi mis en pratique à travers 8 étapes, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi, permettant d'accéder à la libération ultime, samadhi. Autre grand texte de référence, la Bhagavad Gita, partie de l'épopée du Mahabharata, 200 AV. JC à 200 Alp. JC distingue 3 types de yoga ou voies vers la délivrance, la voie de la connaissance, Jnana Yoga, la voie de l'action, Karma Yoga et la voie de la dévotion, Bhakti Yoga, visant une forme d'union mystique. La dernière forme reste la plus valorisée. Au Moyen Âge, aux aspects techniques s'ajoutent des spéculations tantriques foisonnantes de correspondance entre le microcosme du corps et le macrocosme de l'univers, mais aussi des rites corporels jouant sur les notions de pureté et d'impureté. Certains de ces éléments perdurent à l'époque moderne où des concepts sont valorisés, tandis que d'autres sont abandonnés. Le terme si courant aujourd'hui d'Hatha Yoga apparaît clairement dans des sources textuelles vers la fin du premier millénium, alors que son enseignement apparaît vers le XIIIe siècle. Le Hatha Yoga prend racine à la fois dans le Patanjala Yogasastra et le yoga tantrique, mais inclut aussi des pratiques inédites. Y apparaissent alors des méthodes de purification, des postures non assises, de nouvelles méthodes de contrôle du souffle et de gestes efficaces, mudras, qui se rapprochent des pratiques ascétiques. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le Hatha Yoga et le Patanjala Yogasastra se réunissent en une seule et même forme. 1.2. Évolution sémantique et compréhension plurielle du prana. Dans l'Inde prémoderne, les techniques de contrôle du souffle, les pranayamas, existent indépendamment du yoga et apparaissent aussi chez les jaïns ou les bouddhistes. Cependant, le contrôle du souffle fait partie des pratiques incontournables du yoga. Le terme pranayama est composé de prana, vie-souffle, et ayama, contrôle. Le prana renvoie principalement à 4 sens, soit il est assimilé au souffle, sens A, à l'énergie, sens B, à la force vitale, sens C, ou au vent, vayu, sens D. Le rapprochement entre prana et énergie n'apparaît pas explicitement dans les textes anciens et relève plutôt d'interprétations contemporaines, comme il sera détaillé ensuite, chapitre 9. Les pranayamas sont souvent assimilés aux pratiques ascétiques d'austérité, tapa, puisque ces méthodes de contrôle du souffle permettent aussi la purification et l'expiation. Dans de nombreux textes sanskrits, le prana est à la fois le premier souffle, sens A, et un terme générique qui englobe tous les autres souffles, sens D. Les Védas, notamment dans les RG Védas, vers 1500 à 1000 AV notre ère, et les Upanishads, entre 800 et 500 AV notre ère, mentionnent le prana en tant que souffle vital et le rapprochent de l'Atman. Dans les Védas, le terme Atman revêt un caractère intéressant. En effet, l'une de ses significations est respiration A, ou souffle vital C, qui joue dans le corps le même rôle que le vent dans l'univers, Vayu D. Selon Brill's Encyclopedia of Hinduism, le terme Atman vient de la racine sanskrite at qui signifie respirer, et peut être traduit comme souffle vital, source de vie, âme. L'une des premières références textuelles de ce terme semble apparaître dans le RG Veda en tant que lien entre le principe créateur et le soi. Dans les Upanishads, l'Atman indique une connexion avec l'absolu, le Brahman. Dans le Vedanta, tout être, toute chose émane d'une même source, c'est une continuité du suprême absolu sans qu'il y ait de rupture. Tous les corps, mais plus spécialement les âmes, Atman, participent à la nature de l'âme universelle et absolue, Brahman. C'est l'expérience concrète du yoga qui érige le principe mystique du monisme. Cependant, l'Atman n'est pas la transposition exacte du prana, malgré des liens prégnants. L'Atman est présent dans le corps sous la forme du prana, des vayus, des fluides vitaux, etc. Ainsi, le prana correspond uniquement à l'une des natures ou des formes possibles de l'Atman. Dans les Yoga Sutras, entre 500 et 200 AV. JC, Patanjali évoque les pranayamas et le prana sans les décrire, c'est le commentateur Vyasa qui emploie le premier ce terme. Dans les Upanishads, 500 et 200 AV. JC, la vie est constituée par le prana décrit comme le souffle primordial, A.
Il est parfois comparé au vayu, vent sens D. Les vayus correspondent à des flux d'air présents dans le corps, alors que le prana revêt un sens plus large en englobant toutes les formes d'énergie de l'univers, en ne se limitant pas au corps humain. Le prana apparaît comme la force vitale, C, qui soutient le corps, mais aussi comme la création à tout niveau, il s'agit du souffle primitif, A. Le prana apparaît ici avant tout comme lien avec le cosmos, l'univers. Il joue donc un rôle incontournable, à la fois comme mode de communication entre les éléments de l'environnement et comme outil de transcendance entre le divin et l'humain, mais n'apparaît comme méthode que s'il est maîtrisé, donc devenu technique corporelle. À la période médiévale, le prana se rattache directement au vent, vayu, sens D, tout en s'en démarquant. Les vayus correspondent à l'air inspiré qui est ensuite dispersé dans le corps par des canaux, nadis. Chaque prana exerce une fonction différente et se dirige à des endroits précis du corps. L'air se transforme en souffle à l'intérieur du corps, notamment parce qu'il passe à travers plusieurs organes possédant des fonctions propres qui représentent les autres éléments, terre, eau, feu. Mais l'élément nouveau des Upanishads du yoga réside dans la finalité du contrôle des différents souffles par l'éveil de la Kundalini, l'énergie lovée. Illustration 1. Les 3 nadis principaux et les 7 chakras copyright C. Nizar. Dans les courants tantriques, le prana se rapproche de la Kundalini comme l'indique Padu. Les systèmes tantriques ont également repris et développé la vieille conception des souffles vitaux prana, ou vent, vayu, vata, force organique animatrice de l'univers comme des humains, ce qui implique ces derniers dans le champ des forces cosmiques. Cette vision est renforcée dans le Hatha Yoga tantrique, qui porte à 10, ou davantage, le nombre des pranas, les fait circuler dans le corps et même assimile au soleil et à la lune 2 des principaux canaux où ils se meuvent. C'est à la notion de prana que se rattache celle de Kundalini, cette force divine cosmique présente dans le corps qui est si importante en contexte tantrique. Padu Inbouye et Tarabu, 2002 sur 165. C'est dans ce cadre qu'intervient ce qui est appelé l'éveil de la Kundalini. Celui qui peut maîtriser les 2 phases d'inspiration et d'expiration, augmenter sa capacité de rétention du souffle, parviendrait à faire circuler les 5 souffles vitaux à travers les canaux subtils, nadis, et à concentrer ainsi son esprit en un seul point provoquant la montée de la Kundalini. La Kundalini est comparée à un serpent enroulé au niveau du sacrum qui représente l'énergie lovée de la Sakti, laquelle, grâce à l'action des différents souffles, est éveillée et s'unit au niveau de la fontanelle à Siva. Selon les textes, cet éveil de conscience permet la transcendance de l'âme, le dépassement du corps physique et l'accès à l'âme universelle. Le prana devient alors l'ensemble des souffles contenus dans le corps, dans le premier sens de l'énergie vitale, tout en continuant à garder une connotation d'union divine. Ainsi, le prana apparaît à la fois comme physiologie et cosmogonie. 1.3. Compréhension symbolique du corps et mise en pratique du yoga à la période médiévale. Rares sont les travaux qui retracent les conceptions du corps dans le yoga aux périodes les plus anciennes. D'après l'ouvrage de Malinson et Singleton 2017, dans les textes anciens Katha Upanishad, Yoga Sutra, etc., le corps du yogi est lié à plusieurs notions telles que les nadis ou les chakras, le prana ou les vayus évoqués précédemment. Ainsi, au cours de l'histoire, il est possible de dire que les conceptions du corps du yogi ont donné la prévalence à la notion de vent, vayu. Le corps reste souvent un obstacle, dans les traditions ascétiques comme le bouddhisme ou le jaïnisme ainsi que dans les visions anciennes du yoga, jusqu'à ce que le corps respecte les différentes étapes de purification, d'observance, niyama, et de règles de conduite, yama, passage obligé pour accéder aux étapes de méditation puis de libération. En l'état actuel des connaissances, il apparaît que la période tantrique marque une rupture forte en faisant richement et abondamment référence au corps, White 2006, Padu 2010. Pour le yoga, le Moyen-Âge indien se caractérise par une très grande variété de pratiques qualifiées de tantriques. Le corps du yogi se définit à travers des rituels, des conceptions philosophiques et doctrinales. L'importance du corps dans le monde des tantras est en fait si grande que l'on pourrait traiter de presque tous les aspects du domaine tantrique sous l'angle du corps. Padu 2010 sur 123. La période médiévale marque un tournant important, manifesté par l'avènement de certains aspects de la pratique et de notions spécifiques, par l'importance donnée au corps et surtout,
par les analogies entre microcosme et macrocosme. Le corps devient le moyen d'accéder à la libération, mais s'il est en mauvaise santé ou mal maîtrisé, il peut aussi être un obstacle, par exemple pour l'éveil de la Kundalini. Le yoga dépasse largement le cadre théorique de sa philosophie et se matérialise concrètement. Une conception classique du corps dans le yoga met en valeur les correspondances entre microcosme et macrocosme, en trouvant des équivalences entre le ciel, le paradis, les planètes, les dieux, les organes ou les fluides contenus dans le corps. Il ne s'agit plus simplement de représentation du corps, mais de pratiques pour animer des substances. Le corps yogique est visualisé, manipulé, afin d'obtenir certains pouvoirs siddhis, et atteindre la libération des renaissances, moksha. L'alchimie hindoue partage les mêmes universaux que d'autres traditions hindoues médiévales qui se définissent aussi comme tantriques. Ces univers sont bipolaires, sexués, principes mâle et femelle, et hiérarchisés. L'alchimie est probablement le courant qui pousse le plus loin les analogies entre corps et environnement, l'utilisation de substances et l'importance donnée aux fluides, qu'il s'agisse d'un élément de l'univers, des plantes, de l'eau ou de l'être humain, eau, sperme, sang, urine. Le but commun à toutes les pratiques tantriques est d'incarner le divin, de l'incorporer en soi et d'obtenir une expérience corporelle de la divinité. On devient la divinité afin de lui rendre un culte, on se transforme en un second Siva. White in Bouyer et Tarabu 2002/186. Pour D.G. White, c'est un jeu de symboles extrêmement sophistiqué. Dans The Alchemical Body, White explique dans un premier temps les relations entre le corps et l'univers à travers les chiffres, puis met l'accent sur l'importance des fluides dans l'alchimie, mais aussi dans les pratiques tantriques, en soulignant les correspondances entre le corps et les représentations de l'univers. Ici, la pratique du yoga a toujours pour visée la fusion de l'homme avec le macrocosme par l'intermédiaire du microcosme corporel. Pour White, cela renvoie à une conception tripartite des homologies entre individu et monde, dont les trois membres sont l'humain, microcosme, la structure médiatrice, mésocosme, et le divin, macrocosme. Ce tripartisme se retrouve dans les éléments, fluide rasa, feu Agni, air vayu, qui eux-mêmes correspondent aussi à la lune, au soleil et au vent ou encore au sperme, au sang, au souffle et à des minéraux, air, mercure, sulfure. Par la suite, cette conception du corps alchimiste est abandonnée pour valoriser une conception du corps composée de 5 enveloppes, graines ou fourreaux, kosa, voire chap. 9. 1.4. Du Moyen Âge au tournant nationaliste. Aucun ouvrage n'aborde clairement l'évolution du yoga entre la fin du Moyen Âge et le début du néo-hindouisme, au XIXe siècle. Aussi seules des hypothèses peuvent être formulées. Les sanskritistes, comme les anthropologues et les historiens s'accordent cependant sur un point. Entre la fin du Moyen Âge et le début du néo-hindouisme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.